Salut Cerise, Hello. comment vas-tu? Ça va très bien. Donc tu es une youtubeuse. Ouais. Bah explique-moi concrètement ce que tu fais. Alors je suis une youtubeuse depuis je dirais 5 ans, une blogueuse depuis 10 ans. J'ai je pense une petite moyenne communauté de 45 000 abonnés. Et voilà, je fais des vidéos sur la beauté, lifestyle, maman parce que je suis une maman. Et aussi mode, je montre des bonnes adresses, un peu tout ce qui me plaît, tout ce que je trouve beau. Voilà. Donc on est où là? Bah, on est dans ma chambre et c'est là où je fais le plus de vidéos en général, des vidéos conseils, etc. Donc là voilà, on est dans mon petit nid en fait. Ah bah c'est super, hein, bah j'aime bien. Et donc bah pour toi c'est quoi réussir? Pour moi, réussir, c'est aller au bout de ce qu'on souhaite faire, de qui on est. Donc c'est pas forcément être célèbre ou gagner de l'argent, ça en général c'est ce qu'on entend le plus souvent. Pour moi, réussir, c'est par exemple si on a envie d'être une fleuriste, bah, c'est d'être la meilleure fleuriste qu'on peut être. C'est aller au bout de ce qu'on est soi. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc ça peut être effectivement chef d'entreprise, mais ça peut être aussi maîtresse d'école. Si c'est ce qu'on a voulu faire et qu'on a réussi, bah on a réussi. Et en dehors de Cerise, qu'est-ce que tu fais? Alors en dehors de Cerise, donc c'est vraiment, on va dire une sorte de hobby, une passion, tu vois. Mais en dehors de ça, je suis chef de projet digital. Donc en gros, parce que personne ne comprend jamais quand je dis ça, ça veut dire chef d'orchestre. En gros, je manage des projets digitaux, donc des sites internet. La création d'un site internet, ça requiert différents types d'acteurs. Et moi, on va dire que je chapeaute, je fais en sorte que ces différents acteurs s'emboîtent bien pour créer le site internet en question. Bien. Mais donc on monte en puissance quand on gère plusieurs sites internet en même temps. Donc c'est ce que je fais, une galaxie d'une trentaine de sites internet en même temps. Et dans ce genre de métier, ça fait quoi d'être une femme et avoir tant de responsabilités? Donc dans les métiers du numérique en général, maintenant ça a tendance petit à petit à se féminiser, mais bon, moi quand j'ai commencé mes études, effectivement on était 3 filles dans une classe d'une vingtaine de mecs. C'est vraiment un métier qui est à la base un métier d'homme. Au début on se sent pas trop légitime, on se dit qu'ils en savent forcément plus que moi, etc. Donc ça demande vraiment de la confiance en soi, de la détermination, et puis en fait ça passe très vite. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes, entre guillemets, qui sont dans des métiers d'hommes, si on peut dire, vraiment entre guillemets, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'il n'y a pas de métier d'homme et de métier de femme, et que justement de juste faire leur métier, d'être les meilleurs dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont, et voilà, et de prouver aux autres et à elles-mêmes que voilà, c'est un métier autant d'hommes que de femmes, donc d'aller au bout d'elles-mêmes et de donner le maximum d'efforts qu'elles peuvent. Ok, et le métier que tu as aujourd'hui, t'as toujours pensé à être ce que tu es? Non. À la base, je voulais être maîtresse d'école. Et puis ensuite, bon, mes envies ont évolué, etc. J'ai toujours eu une passion pour l'informatique, donc du coup, voilà, je me suis orientée vers ça. J'ai d'abord fait un bachelor en informatique, en création web, puis ensuite un master. Puis ensuite, au gré des différents stages que j'ai fait, ça s'est vraiment assis comme étant ce que je voulais faire. Et donc voilà, aujourd'hui, je travaille vraiment dans le numérique. C'est bien. Et ta personnalité d'aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui, t'as toujours été comme ça ou... Alors, je sais pas, je pense qu'il faut demander à mes parents ou à ma famille. Mais on me décrit toujours comme quelqu'un de pétillante ou rigolote, etc. Je pense que c'est parce qu'au fond de moi, vraiment, je veux voir le meilleur de toute situation, le meilleur de toute chose. En gros, je suis plutôt le genre de fille qui voit le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et j'ai toujours été comme ça. Et même si la vie est pas facile pour personne, de toute façon, je sais pas pour qui c'est facile, mais il faut se forcer à voir le bon côté des choses et chercher le bonheur là où il est, quoi. Si je te dis professeur Smith. Bah en fait, ça me fait penser à un truc, c'est j'ai une maladie des yeux, bon voilà, hein, ça va, c'est pas trop grave, mais et donc on a eu énormément de mal à trouver quelle était cette maladie-là. Donc on m'a fait passer plein de tests. Et du coup, en fait, cet épisode-là que je vais te raconter, ça m'a vraiment montré que même si on est sensibilisé au féminisme, même si on se considère comme féministe, on a quand même des tendances sexistes sans s'en vouloir, sans s'en rendre compte, sans même le vouloir. Et en fait, ça m'est arrivé. Donc en fait, on m'a dit que ce serait donc le professeur Schmidt qui est donc le spécialiste. On m'a dit que c'était le spécialiste du kératocone, donc la maladie que j'ai, et qu'il va m'ausculter. Il me dit le professeur, etc. Et donc du coup je vais pour le rencontrer, j'attends devant la salle d'attente, devant le cabinet, il y a écrit bien sur la porte professeur Schmidt.
Et en fait, la porte s'ouvre et c'est une femme qui m'ouvre la porte et qui me dit... Donc moi, dans la tête, je me suis dit c'était la secrétaire du professeur. Voilà. On me dit oui, est-ce que vous voulez bien rentrer? Donc je rentre. Et en fait, il n'y a personne d'autre. C'est un tout petit bureau, un tout petit cabinet et il n'y a que elle. En fait, j'en ai dit que non seulement c'est pas la secrétaire, mais c'est elle le professeur et que c'est elle la spécialiste ou le spécialiste du kératoctone. Et je me suis dit, ah ok, donc spontanément, j'ai imaginé que quelqu'un qui est un spécialiste, c'est forcément un homme. Donc ça me renvoie, en tout cas moi ça m'a renvoyé en me disant, ouais, en fait, j'arrête pas de crier partout que je suis féministe, mais dès que je suis face à une situation où justement je devrais être complètement neutre, bah en fait non. Je me rends compte que malgré moi, je peux être sexiste. Bon, bah si j'ai bien compris, dans ta réponse, on voit bien que tu es féministe. Ouais, c'est ça. En fait, je me définis vraiment comme féministe. Et souvent, les gens voient ça comme un gros mot. Tu vois, genre, soit on me pose la question, mais t'es féministe? Et il y a certaines filles qui disent non, pas du tout, mais non, machin. Comme si c'est une insulte. Et d'autres, parce qu'en fait, il y a différents courants, il y a différents types de manière de s'illustrer comme étant féministe. Il y a des filles qui sont par exemple comme les fémènes, où elles sont vraiment extrémistes dans leur manière d'être féministes, elles sont vraiment dans des combats d'expression, etc. Elles baladent seins nus, etc. Il y en a d'autres où c'est plutôt politique, d'autres plutôt économique, etc. Et en fait, moi je suis sur un courant, on va dire, général du féminisme. Peut-être pour certaines personnes ça va être un peu extrême, mais je pense tout simplement qu'on doit être parfaitement égaux aux hommes de manière économique, de manière politique, de manière... même biologique, j'ai envie de dire, de manière dans la vie de tous les jours, etc. On doit être vraiment égaux en tout point. On ne doit pas être payé 30% moins que les hommes. On doit pas être induite à faire des métiers qui sont considérés comme métiers plus de femmes. Par exemple, infirmière, sage-femme, c'est des métiers plus en guillemets de femmes. Ou des métiers qui sont plus dits comme hommes, par exemple, des métiers scientifiques, etc. Donc je pense que vraiment, il ne devrait pas y avoir toutes ces différences-là. Et moi, je me bats vraiment pour que même ma fille, parce que j'ai un enfant, n'ait pas ce côté binaire de il y a des trucs pour les garçons, des trucs pour les filles. Si tu as envie d'être présidente de la République, bah, sois présidente de la République. Non, mais tu as tout à fait raison, mais surtout, je pense pas que c'est à cause de la société qu'on a ce genre de mentalité-là. Cette manière de penser. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution? Bon, je pense qu'il y a une évolution, mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie évolution? Je pense que... filles et garçons, rouge. Non, mais même le rouge, ça peut être voilà, plus féminin que autre, ouais. Moi, je pense que ça a évolué. Par rapport à, je sais pas, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, où là vraiment structurellement dans la société il y avait des choses qui bloquaient les femmes, tu vois. Aujourd'hui on a tendance, ça avance petit à petit à libérer certaines choses, par exemple on a vu avec le mouvement MeToo, des choses comme ça où les femmes ont plus tendance à être écoutées. Mais je pense que quand même structurellement on a quand même des fois des éducations qui induisent des trucs. Par exemple, que les poupées, ça reste pour les filles et les jeux de Lego, ça reste pour les garçons. On se dit toujours... Quand je dis que ça évolue, par exemple, ça ne pose plus trop de problèmes d'habiller une petite fille en bleu. Moi, par exemple, j'avais jamais fait ma fille en rose, ma fille n'a pas de rose dans sa garde-robe, donc ça c'est réglé. Mais voilà, donc ça pose pas de problème de se dire, ah ben oui, habiller une petite fille en bleu c'est bien, c'est mignon, machin, y a pas de souci. Par contre, si j'habillais mon garçon en rose, là, les gens se diraient pourquoi elle fait ça? Ou si j'achète une poupée à ma fille, ça pose pas de problème. Si j'achète un poupée à mon garçon, les gens vont se poser des questions. Alors que, il faut tout simplement se dire que la fille, quand elle joue à la poupée, elle joue à la maman. Et quand le garçon, il joue à la poupée, il joue au papa. Je souhaite pour lui qu'un jour, mon petit garçon soit papa. Donc on se dit, ah, il fait des trucs de fille, alors quand il joue à la poupée, alors qu'en fait, non, c'est tout simplement... Ça peut être un truc de garçon aussi de jouer à la poupée, tu vois. Si, exactement. Donc voilà, et d'ailleurs ça me fait penser à un truc. Quand j'ai accouché, j'étais complètement dans le coltard, etc. Ma petite était en couveuse, parce que j'ai accouché prématurément. Et l'infirmière est venue me voir, totalement en panique, en me disant oh là là, Cerise, Madame Cerise, on a un vrai problème, on est vraiment désolé, mais il n'y a pas de drap rose pour la couveuse de votre fille. Et je me suis dit, ok, ma fille elle a genre 2 mois, 2 jours de vie, je pense que son dernier problème c'est de dormir dans un drap rose, mais c'est vraiment
c'est pour dire que c'est vraiment la tête des gens en fait. Les couleurs, c'est vraiment des couleurs pour les filles, des couleurs pour les garçons, des jouets pour les filles, des jouets pour les garçons. Même on voit des post-it, il y a des post-it roses pour les filles, il y a des bics qui ont fait des bics roses pour les filles, il y a de la pâte à dentifrice pour les filles, des choses comme ça. Et donc on se rend compte que même si aujourd'hui ça évolue, on va jamais, par exemple toi si tu veux faire astronaute, on va jamais te bloquer pour être astronaute, tu peux accéder aux études pour être astronaute. Mais on va quand même te montrer quand même qu'il y a des métiers, ah bon mais ça c'est des métiers durs, tu veux pas faire plutôt des métiers qu'on appelle des métiers du care, c'est-à-dire des métiers du cœur, tu vois, des métiers pour être attentif aux autres, des métiers comme aide-soignant, infirmière. Mais en fait pour eux, en gros être une femme c'est plus pour aider les autres, ils ne nous voient pas en tant que femme forte ou personne forte et c'est ça le problème en fait. Ouais voilà, c'est que les femmes on nous voit vraiment pour pas assez forte pour faire des métiers durs en fait. Et c'est bien ça le problème. Mais bon. C'est-à-dire que tu peux être une femme et pas avoir envie de faire un enfant, par exemple. Alors là, comment c'est possible? Une femme qui veut pas se marier, c'est très grave. Voilà, alors qu'un homme... À la base, pour eux, ils se disent qu'une femme, elle veut se marier, c'est le rêve de toutes les femmes. Mais non, chacun a son but, a ses rêves. Exactement. Et en plus, si on en revient à la réussite, s'il y a des femmes qui ont envie de réussir, d'aller loin, et qu'elles n'ont pas envie de se marier ou pas avoir d'enfants, on va dire qu'elles sont... froide, arriviste, carriériste, etc. Alors que si un mec dit non, moi j'ai pas du tout envie d'avoir de gosse, j'ai pas envie de me marier parce que je veux accéder à tel type de poste, on va dire oh c'est bien, il a de l'ambition. Non, pour eux, une mère elle doit sacrifier, enfin une femme elle doit sacrifier plus de choses par rapport au foyer qu'un homme. Exactement. Un homme il a le droit de partir quelque part, voyager, les femmes non. Voilà, c'est mal vu en tout cas. Ouais, effectivement c'est mal vu, mais bon je pense que c'est en train de changer petit à petit. Ouais, et c'est nous aussi, tu vois, c'est à nous de changer les choses, c'est à nous d'être des exemples. C'est pour ça aussi sur ma chaîne, j'essaye de montrer différents types d'exemples, montrer que je fais un métier qui à la base peut être considéré comme un métier d'homme, mais que je le fais avec toute ma féminité, tu vois, je me dis, c'est pas comme si je me maquillais plus ou des choses comme ça pour être dans un moule masculin, non pas du tout en fait, tu es totalement femme dans des métiers qui aujourd'hui petit à petit commencent à tendre à se féminiser, etc. Et c'est aussi quand tu auras des enfants, moi ma fille, c'est aussi notre manière d'éduquer. Si t'es un garçon, c'est aussi de lui montrer qu'il peut tout aussi bien débarrasser la table que sa sœur. Voilà. Il va débarrasser. Voilà, et que c'est pas un truc de fille, etc. Non, où c'est des éducations qui pouvaient être avant, où les garçons restaient à table et c'était les filles qui débarrassaient la table. Non, là, moi, dans ma famille, tout le monde s'y met. Et voilà, il y a vraiment le partage des tâches, etc. Et aussi, je tenais à le dire aussi, c'est un combat de femmes, mais c'est aussi un combat d'hommes en fait. Parce que c'est aussi les hommes, c'est aussi aux hommes d'imposer cette égalité. Quand moi, mon mari, si on a un garçon, il faut que, c'est pas que moi qui vais lui dire, ah bah il faut que tu débarrasses, il faut aussi que son père lui montre l'exemple. Il voit que son papa passe le balai autant que maman, il voit que son père fait le ménage autant que maman, pour qu'il ait des identifications, qu'il puisse se dire, bah non en fait c'est pas un truc de fille de passer le balai, parce que papa le fait aussi, donc c'est pas un truc de fille quoi. Mais s'il n'y a pas l'aide des hommes, je pense que ça mettra beaucoup plus de temps. Donc aussi il faut que les hommes aussi s'affirment comme féministes, et ça c'est... Mais aujourd'hui, je vois que tu es une femme forte. Et est-ce que étant enfant, tu avais toujours cette affirmation à revendiquer les choses? Au tout début, alors, moi j'ai eu plusieurs évolutions, on va dire. Au primaire, j'étais la meneuse, j'étais la commandante. Voilà, c'était moi qui décidais les jeux. Comme j'étais pas non plus un tyran, c'est-à-dire que je prenais l'avis de tout le monde par rapport aux jeux, mais in fine, c'était quand même moi qui tranchais, etc. Donc j'avais quand même ce type de comportement-là quand j'étais au primaire. Voilà, et même si j'étais la seule noire, ça n'avait rien à voir en fait, vraiment on était tous égaux dans cette école là, et voilà, et j'avais plutôt un caractère de commandante, de meneuse, voilà. Et ensuite arrivé au collège, en 6ème ça a été, et donc je me suis intégrée à un groupe de copines, ça a été, et en fait en 5ème ça a un peu dégénéré, je ne sais pas trop pourquoi, je ne saurais pas trop expliquer, mais j'ai fait face à ce qu'on appelle aujourd'hui, au harcèlement scolaire. Et les Américains appellent ça bullying, etc. Donc en ce moment on en parle beaucoup et je trouve ça vraiment bien, mais à l'époque c'était pas du tout un sujet. À l'époque on appelait ça se faire bolosser. Voilà. Alors en gros c'était moi. Et c'était une période très très difficile, disons de ma 5ème jusqu'à ma 3ème. C'était des années vraiment très très difficiles où je mangeais assez seule à la cantine, puis après c'était plus possible d'être à la cantine parce que c'était vraiment très très dur, où on faisait vraiment du mal à la cantine. Du coup pendant un certain moment, même à certaines parties de l'année, j'ai fini par manger aux toilettes, etc. Prendre un sandwich, ne pas manger ou manger aux toilettes, je me cachais.
On me faisait des trucs horribles, on mettait de l'eau dans mon sac, on mettait de la terre dans mon casier, on mettait des trucs... C'est incroyable quand même de ce genre de choses. C'était super dur et donc du coup ça m'a vraiment totalement éteinte et ça a modifié une partie de ma personnalité puisqu'aujourd'hui j'ai très peu d'amis. Je crois que si on fait un mariage, il n'y aura pas beaucoup de gens. Tout le monde va bien manger parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Parce que voilà, j'ai très peu d'amis à cause de ce truc-là. Je fais très peu confiance aux gens maintenant. Parce que j'ai beaucoup été déçue à cette période-là où des gens que j'estimais être comme des amis en fait sont retournés contre moi ou on cédait à la pression. Parce que le collège aussi, c'est pas une période facile. On sait tous qu'on a tous passé des moments assez difficiles au collège, mais certaines personnes plus que d'autres. Et donc il y avait des personnes qui étaient vraiment rejetées. Et donc moi, j'étais la personne rejetée de mon collège. Et donc ouais voilà, ça m'a un peu éteinte, je me suis devenue un petit peu secrète, un petit peu dans mon coin, etc. Et j'en ai pas parlé. Et ça c'est vraiment pas bien. C'est pour ça que genre maintenant à chaque fois que je peux le dire, je le dis. Si on est victime de harcèlement, il faut vraiment en parler. Autour de soi, en parler à ses professeurs, en parler à son... C'est pas facile. C'est super simple de dire comme ça, parlez-en. Mais quand on le vit, c'est assez difficile, c'est assez violent de devoir en parler. Parce que c'est très secret, c'est aussi humiliant, c'est pas des choses dont on est fier en fait, de se faire malmener à l'école, etc. Mais en parler à ses parents au moins pour que eux prennent le lead sur la question, eux agissent en conséquence. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Parce que mes parents me voyaient, voilà, dans les familles noires. En Afrique apparemment ça arrive moins, c'est beaucoup moins fréquent. Ça a lieu mais apparemment c'est moins fréquent, donc mes parents avaient du mal à même comprendre en fait le concept du truc. Donc ils me voyaient toujours comme une personne forte, que j'ai toujours été au primaire, donc de voir, il y avait cette différence où ils comprenaient pas en fait un peu qui j'étais, qui je devenais, etc. Et il y avait aussi, pourquoi on n'en parle pas, c'est qu'on n'a pas envie de ramener le collège dans la maison. Ça se passe très bien à la maison, ça se passe très mal à l'école. Et on se dit que si on en parle, ça va ramener un peu du collège dans la maison. Et voilà. Mais en fait, c'est pas bien du tout de faire ça. Donc moi j'ai fait ça et jusqu'à ce qu'en troisième, on m'oriente. Enfin, tu vois, mes résultats scolaires ont chuté, etc. Et donc ils ont commencé à dire que, enfin le conseil de classe a tranché, en gros j'allais être orientée. Et là mes parents ils ont dit... C'est pas normal, parce qu'à la base c'était plutôt une bonne élève, donc on comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment assis en disant les cerises, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'ai dit, ça se passe pas bien du tout, etc. Et donc là mon père a dit, ah, mais non mais ça peut pas se passer comme ça, on va changer d'école. Donc ils ont pris grand mot les grands moyens, ils m'ont envoyé en internat. Alors vraiment comme l'émission sur M6 là, le pensionnat là. Si, je connais. Très marrant. C'était vraiment comme ça, donc avec les uniformes, tout dans l'ouest de la France, vraiment loin de tout. Et en fait c'était pas plus mal, c'était vraiment mieux, j'ai repris tout à zéro. J'étais personne là-bas, donc ils savaient pas que... Parce que c'est ça aussi dur au collège, c'est qu'en 5ème quand tu te fais bolosser entre guillemets, en 4ème c'est les mêmes personnes. Donc ils vont pas te traiter différemment, t'étais la bolosse en 5ème, tu continues à être la bolosse en 4ème et puis ça continue comme ça. Là, au moins, voilà, je suis repartie à zéro, c'était difficile pour d'autres raisons, parce que bah voilà, pour d'autres raisons. Mais au moins j'étais qui j'étais personne entre guillemets, donc j'ai pu vraiment reprendre sur une ardoise vide et puis voilà, donc petit à petit j'ai recommencé à m'affirmer et puis voilà, mais on grandit en fait, et quand on grandit on s'affirme et puis voilà. Donc je pense que ces moments elles ont été difficiles, mais en vrai ça t'a formé pour ce que tu es aujourd'hui. Exactement, franchement je vais dire un truc, une phrase bateau qu'on entend partout là, mais ce qui te tue pas te rend plus fort, mais c'est vraiment ça, c'est que du coup d'avoir expérimenté une certaine fragilité, d'avoir eu ce rejet. Du coup, là aujourd'hui, à bientôt 28 ans, en fait, il n'y a plus personne qui peut me rejeter. Parce que je l'ai tellement vécu à 13 ans que ça me ferait même pas mal en fait. Ça me fait plus mal. Genre, on m'a tellement rejeté violemment, tellement souvent, que maintenant, quand ça arrive, je me dis, ouais, genre, mon gars, franchement, tu peux rien me faire qu'on m'ait déjà fait. En gros, c'est ça. Et toutes ces personnes-là qui ont expérimenté ce genre de violence, etc., ont une force en elles que les personnes qui l'ont pas expérimenté ou pas sous tous ces angles-là n'ont pas. Donc non mais c'est vrai que le harcèlement c'est un sujet très sensible, mais il faut pas que s'arrêter aux élèves, il y a aussi des profs qui harcèlent des élèves, et il faut en parler mâcher parce que ça m'est arrivé, on dirait pas, je sais, je suis une femme forte, hein, on dirait pas, mais ça m'est arrivé, sauf que moi, mes parents ils l'ont remarqué. Ma grande sœur elle a remarqué et j'en ai parlé très vite en fait. Et ça fait que... Des solutions. Solutions, et j'ai changé d'école aussi. Ça fait que bon,
comme toi, hein, on est reparti à zéro, mais il faut vraiment en parler parce que le garder pour soi, bah, on n'est pas bien parce que le matin on se lève, on se dit bah, un cauchemar encore tous les jours et c'est pas bon. Surtout en plus, c'est les élèves, ils sont là. Plus les profs aussi qui en rajoutent, c'est difficile quand même. Donc je pense qu'il faut vraiment en parler. Faut pas avoir peur de ça. Voilà. Parce que je pense que c'est plus de se détruire en soi qu'autre chose en fait. Et aussi, quelque chose à rajouter, c'est ceux qui sont autour qui disent rien, en vrai ils participent. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont regarder en se disant je vois une personne qui se fait bolosser, mais moi je fais rien, je lui dis jamais rien, mais je ne fais rien pour l'aider non plus. Et en fait, ça c'est même plus dur encore de se dire qu'en fait il y a des gens qui voient, qui n'agissent pas, qui font rien du tout. Et moi je vois ça comme une peur de rentrer dans le mouvement, une peur de se faire aussi blesser parce que tu as voulu défendre. C'est pour ça que moi quand ça m'est arrivé après plus tard, moi quand je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient ce genre de choses, bah, j'intervenais parce que en fait quand ça t'est pas arrivé, tu réagis pas de la même manière. Mais c'est dommage qu'il faut que ça arrive à une personne pour qu'elle puisse réagir alors que tu peux réagir sans forcément que ça t'arrive. C'est vrai. Et en plus, on pense que ça va... Entre guillemets, si je soutiens la personne qui se fait bolosser, moi aussi par association je vais devenir un bolos ou quoi. Et en fait non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et donc voilà, faut intervenir. Ouais, faut intervenir, non mais il faut montrer que ce que tu es en train de faire c'est pas bien. Je pense que ça peut ralentir le truc et la personne elle va se sentir un peu mieux et la pousser à parler. Je pense que ça va faire du bien. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir que tu nous aies accueillis dans ton Nidoué que je kiffe. Hein. Et bah, ça nous a fait plaisir pour tes conseils et pour tes réponses que je pense qu'ils sont très instructifs pour tout le monde, femmes comme pour hommes. Ouais, surtout. Voilà, donc... merci de m'avoir invité à ce projet. Je trouve que c'est vraiment un projet qui est génial et qui gagne à être connu. Donc moi, Cerise, je vous soutiens à fond. Nous aussi, on te soutient à fond. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci.